par le début de la lactation, et s'il n'y a pas conception, tout le dispositif se remet en veille. Pendant la grossesse, par contre, la taille des seins va augmenter. Et la taille des seins va augmenter. Parallèlement, les glandes mammaires vont commencer à sécréter quelques composants caractéristiques du lait. Mais ce n'est pas encore le lait. Ce stade-là s'appelle stade 1 de la lactogénèse. Ensuite, au stade 2, on sera déjà après la naissance. Et après la naissance, c'est là que l'organisme va commencer à produire véritablement du lait. Mais pour en arriver là, il faut que les glandes mammaires puissent être fonctionnelles depuis que l'être est à l'état de fœtus, pour en arriver à l'âge de puberté, pour faire des cycles menstruels, ensuite concevoir, tomber enceinte et accoucher. D'accord? Alors, il est dit que la croissance morphologique de la glande mammaire pendant la grossesse n'a pas été étudiée. Parce qu'ils ne vont pas étudier sur les femmes. Par contre, on a observé l'augmentation de la sensibilité et de la fragilité du sein. Donc, au niveau mammellonaire, souvent, c'est un peu le premier signe de la grossesse. Donc, une dame va sentir, peut-être, si elle n'a pas fait tous les tests, en se palpant, qu'elle pourrait être enceinte. En ce moment-là, on a déjà passé le stade de la conception, donc tout le dispositif de la lactogénèse est en train de se mettre en place. La grossesse induit une importante modification dans les taux séries de nombreux hormones. Certaines de ces hormones ont un impact connu ou suspecté sur la glande mammaire. Alors les hormones, vous les connaissez, notamment la prolactine, le progestérone, l'estrogène, l'hormone de croissance, les corticostéroïdes, l'insuline, dans certains cas l'hormone lactogène placentaire. Et donc ces hormones vont contribuer à mettre tout le dispositif qu'il faut pour que la maman, le moment venu, puisse allaiter. Il a été aussi découvert dans le contrôle de la croissance des cellules l'implication de facteurs de croissance épidermique et le stade de l'établissement de la lactation qui prend place pendant la grossesse a pour conséquence une importante croissance mammaire. Ça, vous le savez tous, quand une femme est enceinte, ses seins prennent du volume. Quand ses seins prennent du volume, cela signifie que les seins se préparent à produire du lait, en gros. Maintenant, à quel moment débute ce stade 1? Apparition de la capacité à synthétiser les composants spécifiques du lait. Ce stade 1 de la lactogénèse débute vers le milieu de la grossesse. Selon les informations que j'ai recueillies, et qu'il est sous le contrôle de la prolactine. Jusque-là, le lait n'est pas fabriqué, seulement il est en train d'être préparé. Après, à la naissance, on passe au stade 2 de la lactogénèse. Et pendant la grossesse, le fœtus reçoit par le cordon ombilical, ça vous le savez, tout ce dont il a besoin pour survivre, donc via le placenta. Mais à la naissance, il est obligé de se nourrir par le sein de sa mère. À ce moment-là, il faut que l'aliment qu'il prenne soit suffisamment riche en nutriments pour lui permettre de bien grandir et en bonne santé. Donc immédiatement après la naissance, la sécrétion mammaire, donc la première sécrétion sur le colostrum, tout le monde le sait, est faible en volume et riche en éléments de défense. Il est dit que c'est pour protéger les muqueuses et apporter les premiers éléments de protection à l'enfant. Ils ont conclu, donc des chercheurs qui ont fait quelques constats, une modification de la composition de la sécrétion lactée dans les 24 heures à 48 heures qui suivent la naissance. Premier constat. L'autre constat, c'est une augmentation rapide du taux lacté des divers métabolites impliqués dans la synthèse du lactose. En ce moment-là, tous les éléments qui rentrent dans la production du lait sont produits en grande quantité pour permettre au lait d'être produit. Ils ont conclu de cette découverte que dans l'espèce humaine, au contraire des mammifères, le stade de la lactogénèse survenait après la parturition, donc après l'accouchement. Mais ce lait que l'enfant prend est composé comment? Il n'y a pas très longtemps que les gens ont commencé à évaluer la composition du lait maternel. 10, donc les chercheurs ont identifié 81 oligosaccharides différents. À ces 81, ils en ont découvert une vingtaine d'autres, mais ils n'ont pas poussé les études pour savoir ce qui se fait.
ils ont découvert aussi 45 acides gras différents. Et ce qui est particulièrement important, c'est que les acides gras dans le lait maternel se trouvent déjà sous forme digestive, donc sous forme de triglycérides. Et le triglycéride est la présentation digestive de la matière grasse. Donc la maman, est-ce que c'est elle qui apporte la matière grasse à travers son lait, ou bien l'organisme est préparé comme ça? Toujours est-il que quand l'enfant prend son lait, il est digestible et il est opérationnel pour le rendre plus fort. Donc, après la découverte de tous ces éléments, ils sont en train de chercher, ils ont conclu certainement qu'il y en a des centaines d'autres. Et les recherches continuent, mais la plupart des constituants du lait humain sont présents en très petite quantité. Leur présence peut jouer un rôle important, soit dans la synthèse du lait, donc dans la production du lait, soit dans le développement de l'enfant allaité. Donc, développement en termes de croissance de sang. Diapo? Le lait est produit comment? Il y a quelques années, on considérait généralement que la nutrition maternelle était le facteur le plus déterminant dans la synthèse du lait. Donc, c'est-à-dire ce que la maman mange, c'est ça qui est important pour la synthèse, pour la production du lait chez elle. Ils ont donc conclu que nourrir une mère permettait aussi de nourrir l'enfant. Sauf que certaines personnes ont conclu que, enfin certaines personnes, je ne vais pas citer les noms qui sont là, demandent que le chiffre moyen, 750 grammes de lait par 24 heures pour la production lactée, reste relativement constant entre 1 et 6 mois postpartum. Donc la maman va constamment produire cette quantité du lait jusqu'à 6 mois. N'oubliez pas que la période de 0 à 6 mois est la période d'allaitement exclusif. L'enfant ne prend rien d'autre que du lait, de préférence du lait maternel. À partir de ce moment, il faut qu'il en ait en bonne quantité et en bonne qualité pour bien continuer. La production de lactée peut être la même chez différentes femmes, quoique les femmes ayant une capacité de stockage mammaire plus basse doivent faire téter leurs enfants plus souvent. Dans le même ordre d'idée, on découvre que si la fréquence des tétés diminuait, le volume consommé par l'enfant diminuait. Et que si la fréquence était élevée, la quantité de lait augmentait. Donc, plus l'enfant va téter, plus le lait sera produit en quantité. Donc, moins il va téter, moins le lait sera produit. En gros, et comment se fait le contrôle donc de cette synthèse? Le contrôle de la synthèse du lait à court et moyen terme n'est pas encore bien compris. De nombreuses études se sont penchées sur le rôle de la prolactine dans le contrôle de la synthèse du lait chez les animaux. Il a été observé que la prolactine se lie à un récepteur membranaire des lactocides et agit par le biais des tyrosine kinases pour activer le gène de la bêta-caséine. Et ils ont conclu que la prolactine a un rôle important dans la synthèse des protéines spécifiques. Chez la femme, ça c'est une étude sur les animaux. Chez la femme, après l'accouchement, le taux de prolactine revient rapidement à un taux antérieur à la grossesse en l'absence de succion. Voilà une information importante. Donc, si la prolactine induisait la synthèse du lait et que cette prolactine était stimulée par la succion, cela veut dire quoi? Que moins le bébé suce, moins la prolactine est synthétisée et moins le lait est produit. Pour dire qu'il faut donner à souhait à téter à l'enfant, la succion induit une sécrétion de prolactine et le taux basal de prolactine reste élevé pendant toute la durée de la tétée. Les chercheurs ont trouvé qu'il y avait une sécrétion importante de prolactine en réponse à la succion pendant les 40 premiers jours postpartum et que l'importance de cette réponse à la succion diminuait après 80 jours postpartum. Donc, à la lecture ou à l'examen attentif de la littérature publiée sur le sujet, donc, contrôle autocrine de la synthèse du lait, ils ont conclu simplement que le fait de permettre à l'enfant d'avoir accès au sein suffisamment souvent pour satisfaire son appétit induit une sécrétion lactée optimale. La sécrétion lactée, donc, qui est la synthèse du lait, est fonction de la demande de l'enfant et déterminée par son appétit. On
on l'a dit tout à l'heure, plus il demande à manger, plus il sollicite le sein de sa maman, plus la maman produit du lait. Il semble qu'il y a au moins deux mécanismes qui ont un impact sur la glande mammaire. L'un de ces mécanismes est supposé réguler le taux de graisse, l'autre contrôler le taux de glucides et de protéines. Dans tous les cas, c'est un mécanisme qui n'est pas très bien connu, mais ils disent que c'est un mécanisme local, feedback négatif, impliquant une petite protéine de petite taille. On arrive à l'évolution du sein. Lorsque la maman a conçu et que son système de lactation s'est mis en place et s'est développé, elle a accouché, elle a commencé à produire du lait selon les besoins de son enfant liés à sa capacité de succion. Il se trouve que quand on en arrive au sévrage ou à l'arrêt de la stimulation de la synthèse du lait, tout le dispositif qui a été mis en place au départ, dont on parlait, régresse au point où on en arrive à l'arrêt total de la production du lait. Donc l'évolution de la glande mammaire est la conséquence d'une diminution de la donne. S'il y a absence totale de prélèvement du lait au moment du sevrage, la glande mammaire va déclencher un processus qui va grosso modo être l'inverse de celui qui avait induit la production de lait. La composition va changer. L'enfant cesse complètement de prendre du lait. Cela a pour résultat une distension de la glande mammaire et la sécrétion de lactée cesse totalement. Les lactocytes sont détruits et entrent dans un cycle d'apoptose, donc cellulaire. Après cette involution, la glande mammaire se retrouvera dans un état relativement quiescent avec des cycles évolutifs en réponse aux facteurs stimulants et involutifs en action pendant le cycle menstruel. Je disais d'entrée de jeu, lorsque on est au stade lorsqu'on fait cette menstrue, à un moment donné, le cycle se met en place et quand il n'y a pas de conception, le cycle se démêle. De cet état, elle se prépare à un nouveau cycle sécrétoire si la femme est de nouveau enceinte. En gros, voilà un peu, c'est quelques rappels, je sais que vous le savez, tout ce qui vient d'être dit, il n'y a rien de nouveau. Mais avant de conclure, je voudrais faire ce rappel qui est très important pour nous, les promoteurs de lait infantile. Il s'agit pour nous de soutenir l'action de promotion du lait maternel et de faire nous-mêmes un retrait par rapport à notre communication. Et puis, je n'arrive pas. La fenêtre Je n'arrive pas. Donc, il n'y a pas meilleur aliment pour l'enfant que le lait maternel. Et vous le savez, aujourd'hui, il peut arriver que des mamans ne veuillent pas donner le sein. Il peut arriver que certaines ne peuvent pas pour des raisons diverses. C'est à ce moment-là que vous allez vous tourner vers une solution de rechange qui, naturellement, sera une formule infantile. Mais je demande aux sages-femmes, moi en tant que responsable de la WADA France Lait, de faire le meilleur de leurs efforts pour que les mamans qu'elles recevront adhèrent à ce principe. Adhèrent à ce principe parce que ceux qui ont créé la formule infantile, ils les ont créés à un moment où ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit une solution qui soit aussi pérenne dans le temps et que ce soit une solution aussi importante pour tout le monde. Maintenant, on sait, avec le principe des 1000 premiers jours, on sait que c'est l'enfant en bonne santé qui donne l'adulte en bonne santé. On sait aussi que l'enfant en bonne santé est alimenté au départ par le sein de sa maman. Donc commençons par donner le sein, et si on n'a pas de possibilité en ce moment-là, on pourrait éventuellement choisir France Lait. En tout et pour toute conclusion, je voudrais partager avec vous une animation que j'ai découverte, que j'ai trouvée très belle, qui devrait normalement synthétiser tout ce que j'ai dit. L'idée du mamelon contient une multitude de petites ouvertures permettant au lait de s'écouler au cours de l'allaitement. L'aréole est la zone pigmentée autour du mamelon. Elle est recouverte par les glandes de Montgomery qui sécrètent une substance qui lubrifie le mamelon et l'aréole. La fonction principale du sein chez la femme est de produire du lait afin de nourrir son nourrisson
au cours d'un processus appelé lactation. Le sein, composé principalement de tissu adipeux, contient également des glandes appelées lobules qui produisent le lait. Les lobules sont reliés au mamelon par l'intermédiaire d'un réseau de petits canaux appelés galactophores. Le sein produit du lait à partir de l'eau et des nutriments qu'il récupère dans la circulation sanguine. Le lait est ensuite stocké dans les lobules jusqu'à ce qu'une hormone appelée ocytocine ordonne aux minuscules muscles des lobules de se contracter et de libérer le lait par l'intermédiaire des canaux. Ce processus est appelé réflexe d'éjection du lait. Bien que les nourrissons naissent avec un réflexe de succion inné, ils doivent apprendre à téter le sein. Au cours de l'allaitement, il est important que le jeune enfant assure un positionnement bouche-mamelon correct afin d'être sûr de recevoir la quantité adéquate de lait et que l'allaitement se passe bien pour la mère. La prise du sein appropriée consiste à introduire profondément le mamelon dans la bouche du nourrisson, approximativement là où le palais dur rencontre le voile du palais. Si un enfant ne fait que sucer l'extrémité du mamelon, ou s'il ne prend pas suffisamment le sein avec sa bouche, il est possible que la mère souffre de douleurs ou de gerçures.